Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Une pause s'impose de Liantis, le podcast qui parle de la santé mentale chez les entrepreneurs. Je m'appelle Carla et aujourd'hui je suis avec Léopold Kopiters, le cofondateur de Skysun. Salut Léopold. Salut Carla. Enchanté. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, tu as cofondé Skysun en 2018, si je ne me trompe pas, quand tu étais encore étudiant. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et qu'est-ce que fait Skysun aujourd'hui ? Alors, mon parcours, il commence de façon assez atypique dans le bois, dans la charpenterie. Initialement, d'ailleurs, j'ai toujours une passion pour la construction en bois, mais je voulais me lancer dans la menuiserie, dans la charpenterie. Et finalement, au travers de mes études en marketing, j'ai fait un stage dans une start-up qui faisait de l'énergie renouvelable. Et ça m'a donné l'idée, avec Arthur, mon cofondateur, de lancer Skysun. Et donc en fait, j'ai lancé Skysun entre mon bac en marketing et mon master en sciences et gestion de l'environnement. Donc là, on était en 2018, effectivement. Et puis donc on a développé la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est du développement de projets photovoltaïques. Et du développement de batteries. Donc on propose aux entreprises, on est uniquement B2B, d'investir nous-mêmes, c'est nous qui payons et qui mettons en place ces panneaux solaires et ces batteries. Et ensuite on revend juste les mégawattheures. Donc en fait on est un petit peu fournisseur d'électricité. Et donc si tu fais un parallèle par rapport à l'immobilier, c'est comme un développeur immobilier qui voudrait construire des appartements. On les construit, on les garde en portefeuille, on reste propriétaire. Et ensuite on loue pas des mètres carrés, mais on vend des mégawattheures et donc on est fournisseur d'électricité. Et on fait ça, du coup, pour un peu situer géographiquement, entre Bruxelles, qui est notre marché initial, donc le Benelux, Paris, on a un bureau, Strasbourg également, et là, dans un peu plus de 2 mois, je déménage à Lyon pour développer toute la région Rhône-Alpes en France, puisque la France va être quand même un gros marché pour nous là, dans les prochaines années. Ok, donc on a de la chance de t'avoir encore parmi nous en Belgique aujourd'hui. C'est de justesse. Déménagement le 1er mai. Ah, cool. Mais du coup, comme tu as commencé assez jeune, est-ce que tu peux revenir sur les challenges que tu as rencontrés à l'époque en tant qu'étudiant qui veut lancer sa boîte ? Alors, je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, au plus jeune tu commences, au plus facile c'est. D'abord parce qu'il y a une bienveillance juste universelle, tout le monde qui dit « c'est top, t'as 22 ans, tu lances ton truc, toutes les portes s'ouvrent, il y a beaucoup de facilité à avoir de l'aide, à rencontrer des gens. Le premier rendez-vous est relativement garanti, quoi, quelque part. Après, il faut assumer et faire un bon pitch. Après, en fait, il y a un peu que des côtés positifs, je trouve, à commencer tôt, parce que t'as pas beaucoup de charges financières. Moi j'étais en coloc avec des potes, donc forcément voilà, t'as ta chambre, mais c'est 400 € et puis ta vie. Mais donc nous on s'est payé pour la première fois avec Arthur au bout de 2 ans, et on se mettait un salaire à 1000 €, donc voilà, et on a tenu comme ça pendant longtemps en fait. Et donc ça permet de faire une stratégie de développement d'entreprise bootstrap, donc qui est à l'inverse d'une grosse levée de fonds tout de suite où tu dilues assez fortement parce qu'il faut du cash pour recruter, etc. Nous, on a plutôt pris une approche très bootstrap, puisqu'on a levé 200 000 € au bout de 2 ans, et on a tenu avec ça pendant 6 ans jusqu'à maintenant cet été où on a levé 17 millions d'euros. Donc si tu veux, t'as toute cette période entre les deux où c'est le couteau entre les dents, tu te payes le minimum, tout le monde est un petit peu ça serre la ceinture et tu fais fonctionner les choses comme ça. Ouais. Et est-ce que tu dirais que ta carrière dans le développement durable était déjà tracée ou c'est quelque chose qui est arrivé plus quand tu faisais ton stage justement et c'est là que tu t'es dit je vais me lancer là-dedans ? Je pense que c'est plutôt alors le côté environnement toujours, ça a toujours eu une importance pour moi, mais l'énergie en tant que telle, je l'ai découverte dans ce stage. Et puis en fait, c'est au contact d'Arthur que je connaissais pas depuis longtemps. En fait, on s'est rencontrés peut-être 1 an ou 2 avant de lancer la boîte. Et lui a un esprit très financier et il faisait un stage en immobilier. Et donc c'était le combo en fait à l'époque de immobilier, panneaux solaires, environnement et finances qui a mis en place en fait la proposition de Skysun, quoi. C'était un bon match, quoi. C'était un bon match, ouais. C'était un bon match. Mais on dit toujours que c'est comme un mariage, hein. Il faut faire une bonne équipe, quoi. Clairement. Et dans une boîte comme Skysun, où la tech est clairement votre allié, si je peux dire ça comme ça, comment tu arrives à trouver une balance entre
le pouvoir et le potentiel énorme de la technologie, mais le pendant plus négatif de l'ultra-dépendance et l'ultra-connectivité. Je dirais que, alors forcément, donc t'as la technologie des panneaux solaires, c'est juste incroyable ce qui s'est passé dans les 6 dernières années. Pour résumer en 2 mots, ça coûte 4 fois moins cher aujourd'hui que ça ne coûtait il y a 5-6 ans, et pour le même prix, tu as des choses 2 fois plus performantes. Donc en gros, c'est une grosse efficience. Et on a maintenant la même chose avec les batteries. Donc forcément, tu as une forme de dépendance à ça, parce que la proposition de valeur, elle évolue fortement avec ça. Mais c'est dans le bon sens, donc on s'en plaint pas. Est-ce qu'on est ultra dépendant, trop dépendant ? Je pense que là, ça parle un peu de géopolitique et c'est à l'international, parce que forcément, la Chine a pris une position très importante sur ce marché-là. Donc on est dépendant de la Chine, de la technologie et à travers ça de la Chine. Mais au quotidien, ça reste un métier quand même très terrain au final. Il y a de la préparation, c'est très financier aussi. Mais ensuite, quand tu vas sur les projets, il faut faire des choses. Donc on a vraiment une composante projet qui est tout à fait différente d'une boîte en SaaS, où en fait ta vente elle se fait sur internet, l'exécution de ton service il se fait sur internet, c'est une app ou c'est des trucs comme ça. Nous on a vraiment ce passage entre le pitch qui peut être en ligne et sur papier, et puis après à un moment donné il faut mettre ses bottes et il faut y aller, quoi. Et donc ça c'est je pense que ça nous garde aussi très terre à terre en fait, parce que voilà, physiquement il faut que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et du coup, je vais te poser la même question, mais plus sur le côté perso. Donc là, tu m'as parlé de la balance technologie au niveau Skysun, mais vraiment perso, en tant que cofondateur d'une startup comme ça, est-ce que tu arrives à t'octroyer des moments off ? Je pense que moi je suis pas le bon patient pour ça. Je pense qu'Arthur fait ça beaucoup mieux que moi, et ouais. nos associés. Clairement, je vis très fort Skysun comme un projet personnel, et c'est assez bien mêlé. Donc j'ai pas assez j'ai pas la rigueur qu'il me faudrait sur le fait de pas checker mes mails en fin de journée après le dîner, etc. Donc ouais, je suis pas un très bon élève. Puisque effectivement, voilà, les mails sont là. Alors il y a quand même un truc qu'on fait, c'est qu'on ne chatte pas sur WhatsApp, tu chattes sur Slack, ce qui permet du coup de vraiment se déconnecter si tu le souhaites. Voilà. Et du coup, dans un certain sens... Je sais pas si je réponds à ta question, mais en gros tu me compliques un peu la tâche. Non, mais du coup, j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est pas non plus un besoin spécialement pour toi de te déconnecter. Pas forcément, en fait. Mais voilà, ça me convient à moi. Après, dans l'équipe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se déconnectent, et ils ont bien raison de le faire, et c'est très bien. Et on ne pousse pas du tout à l'hyperconnectivité. Et il n'y a pas du tout une attente à ce que les mails après 18h soient répondus le soir même, loin de là. Mais quand il y a des projets, ça peut arriver. Voilà. Ouais. Mais justement, tu parles de l'équipe. Je pense maintenant que vous êtes une 20aine de collaborateurs, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style de leadership et le fait de gérer une grosse équipe? Qu'est-ce que ça a changé au niveau perso pour toi, sur ta personnalité, etc.? Il y a eu une grosse réalisation il y a un peu plus d'1 an, disons 1 an et demi, avec Arthur. C'est qu'on n'était pas des bons managers, qu'on pouvait être des bons leaders, mais qu'on n'était pas les bonnes personnes pour gérer l'équipe au quotidien, une équipe qui devenait une PME ou une boîte quand même avec une équipe d'une 20aine de personnes, comme tu le disais. Le but, du coup, c'est qu'on s'est dit, en fait, je vais revenir un peu du coup au marché, mais on s'est rendu compte que la transition énergétique, il fallait faire encore beaucoup de choses, et qu'il n'y avait pas grand monde pour le faire, et qu'on était dans une position là où potentiellement on pouvait accélérer fortement. Et donc on s'est senti la responsabilité de faire une levée de fonds dont j'ai parlé là, cet été. Et cette levée de fonds, elle avait pour ambition d'accélérer fortement, mais aussi du coup, dans cette accélération, de laisser de la place et de nous donner les moyens de recruter un general manager en Belgique. Et donc aujourd'hui, Arthur est CEO de Skysun dans le groupe en général. Moi, je suis Chief Solar Officer, qui est en gros l'innovation, un peu les next steps pour la boîte. Mais on s'est donné du coup ce rôle de leadership, mais on a transmis le rôle de manager. Et aujourd'hui, on a
Arthur et moi, aucun N-1. Enfin, bon, si on pourrait dire qu'Alexis Stoffels, donc notre general manager, est notre N-1. Mais voilà, lui-même, c'est une relation très, très managériale, quoi, de collègues. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un projet type de Skysun qui vraiment reflèterait à fond les valeurs et l'essence de Skysun? On a fait un projet là, du côté de Charleroi qui s'appelle les calcaires de la Sambre. C'est un projet au sol. Donc on fait des projets au sol, on fait des projets sur des parkings, on fait des projets sur des toitures. Dans ce cas-ci, c'est un projet au sol. Et toute l'électricité qui est produite, 100%, est réinjectée directement chez notre client partenaire, qui est une carrière, et qui consomme du coup, qui réduit son empreinte carbone et qui réduit ses coûts d'électricité. Et ce projet représente particulièrement les valeurs de Skysun, puisqu'il y a les panneaux solaires. Maintenant, il va y avoir les batteries également, qui permettent d'améliorer encore le profil. Et comme c'est un projet au sol, il faut faire attention à la biodiversité, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi sur le sol. C'est une surface naturelle. C'est une zone industrielle, mais malgré tout. Et donc là, on a tout un projet de biodiversité où on est occupé à mettre en place toute une série de mesures avec des haies, avec des moutons qui vont paître sous les panneaux. Alors ça peut paraître méchant de mettre des moutons sous les panneaux, mais en fait les panneaux sont, alors ça se verra pas au podcast, mais je fais les signes à la vidéo, sont en quinconce, et donc en fait t'as encore beaucoup de lumière et c'est très très surélevé, donc en fait les moutons voient à 360 degrés autour d'eux. Donc ça c'est un projet qui est pas mal. On a aussi un autre projet qui est plus bruxellois, du coup, les abattoirs d'Anderlecht. Là, c'est une esthétique architecturale, recréer sur un monument classé, obtenir l'autorisation de faire quelque chose photovoltaïque, mais qui ressemble à du zinc. Et en fait, ce qui fait la différence chez Skysun, c'est la créativité dont on fait preuve, autant techniquement sur la mise en place de différentes technologies, batteries, solaires architecturales, etc., la créativité technique, la créativité financière, ouais. Puisqu'on reste un job de finance en fait, parce que c'est nous qui payons et donc on doit arriver à structurer tous les projets pour que ça tourne et que les banques nous prêtent et que nos investisseurs soient contents. Et puis la dernière créativité, c'est une créativité légale, puisque l'énergie est un secteur qui change énormément en ce moment. Et en gros, la technologie dépasse, ça me permet peut-être de faire le loop par rapport à la technologie, dépasse toujours le cadre légal. Et donc, le cadre légal est systématiquement à la bourre par rapport à ce qu'on pourrait faire techniquement. Et donc, on doit arriver à, en gros, trouver un peu les contournements pour que ça fonctionne, en étant dans les règles de la loi, mais pour pouvoir permettre ce que la technologie est en mesure de faire, quoi. Mais justement, là, tu parles de créativité, d'innovation, de réfléchir au prochain step. Comment toi, tu fais en tant que Léopold pour des fois prendre un step back et prendre du recul pour pouvoir justement booster cette créativité? Comment tu fais pour te ressourcer, en fait? Alors moi, mon ressourcement personnel, c'est la montagne. Ouais. Du coup, ça tombe bien que j'allais vivre à Lyon, je suis très content. Mais ça, c'est un ressourcement parce que quand tu grimpes, moi je fais de l'escalade ou de l'alpinisme, t'es dans une activité qui engage ton corps tout entier et dont les conséquences sont potentiellement graves. Même si t'as les cordes, etc., juste le cerveau se met en mode pas tomber, parce qu'on n'a pas envie de tomber, personne n'a envie de tomber. donc tu te focuses pleinement là-dessus et ça vide l'esprit, ça permet de faire une forme de méditation en fait. C'est vraiment une activité que tu fais tout à fait en pleine conscience. Puis par rapport à une prise de recul professionnelle, on a constitué, ça fait partie des choses que moi j'ai mis en place, un board of advisors avec des personnalités qui sont hyper compétentes dans le domaine de l'énergie, dont un acteur qui était dans une entreprise concurrente à Skysun en Amérique, et donc qui approche une vue beaucoup plus Silicon Valley sur le développement d'une start-up. Et puis on a Chris Peters qui était l'ancien CEO de Elia, qui du coup a une approche sur les batteries, sur le réseau, comment est-ce qu'on doit faire ça. Et voilà, toutes sortes de personnalités qui nous élèvent en fait, qui élèvent le discours et qui nous sortent un peu du quotidien pour regarder à what's next justement en Belgique, en France, et puis
à terme, il y a vraiment une volonté d'être une entreprise européenne. Et on ne souhaite pas sortir des frontières européennes. On est dans une conviction européenne, disons. Les États-Unis d'Europe, où il y a moyen de faire beaucoup de choses, il y a besoin de faire beaucoup de choses. Et donc, pour l'instant, on ne regarde pas de sortir de ce scope-là. Ok. Et je reviens par rapport à ce que tu disais, la ressource, la montagne, l'escalade. Ouais. Est-ce que, peut-être question difficile, tu me diras, mais est-ce que tu as déjà eu un moment où vraiment tu te ressourçais, pas spécialement par rapport au travail, mais juste tu prenais un moment pour toi et on est ressorti quelque chose de ultra positif pour Skysun? Alors, je suis sûr que oui. Ce qui est sûr aussi, c'est que dans ces moments de ressourcement, typiquement, si j'arrive au sommet d'une ascension ou d'un truc, et que là, c'est un moment un peu plus de contemplation et un peu plus de réflexion, t'as une grande satisfaction de ce que tu viens de faire, mais aussi de se dire, c'est quand même très cool comment ça se passe chez Skysun, comment les choses se développent, les talents qu'on a réussi à attirer, les investisseurs qu'on a réussi à attirer. Et donc, le fait de faire des activités, de prendre du recul aussi, je dirais pas redonne de la joie, mais en tout cas donne de la joie par rapport au projet et permet de se rendre compte de tout ce qui se passe, quoi. Ouais. Et je vais peut-être revenir, on est de retour en 2018. Ouais. Qu'est-ce que Léopold d'aujourd'hui dirait au Léopold qui lance Skysun? Je sais pas trop, parce que d'abord, il n'y a aucun regret. Il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup d'erreurs, de trucs qu'on aurait dû faire différemment ou pas faire, etc. Mais voilà, ça fait partie du truc. Je pense que c'était une bonne chose, comme je le disais tout à l'heure, de commencer tôt. Et je pense que la grosse conviction que j'ai, c'est que là où on est aujourd'hui, c'est la suite de toutes les choses qu'on a faites avant. Et au final, quand tu prends le business model, donc on peut le résumer à du tiers investissement photovoltaïque ou batterie, c'est pas un modèle qu'on a inventé. On a repris quelque chose qui fonctionnait et on l'a fait, nous, relativement bien dans un premier temps, de mieux en mieux, très bien maintenant, et puis avec différentes choses de créativité. Et ça, on a apporté notre personnalité, nos idées à quelque chose qui fonctionnait, quoi. Donc peut-être un conseil pour d'autres Léopold de 22 ans, c'est de pas spécialement essayer de réinventer la roue ou de trouver le truc révolutionnaire. En fait, il y a moyen de prendre un business model assez classique, de le faire tourner, c'est déjà un challenge en tant que tel. Et puis là-dessus, tu peux construire, tu peux rajouter d'autres choses, et tu peux grandir à l'international, etc. Et c'est assez confortable, en fait, de le faire comme ça. L'autre grosse réalisation, c'est que faire un service orienté pour les entreprises, un service B2B, c'est quand même le truc le plus confortable par rapport à un produit B2C qui, je dirais, est l'autre extrême. Parce que dans un produit, tu as des coûts de développement, donc c'est sûr que tu dois lever des fonds de façon importante pour faire ta R&D. Et puis après, tu dois marketer comme un malade pour le B2C. Tandis qu'un service, et d'autant plus B2B, nous, on a vraiment lancé la boîte avec 500 € pour un nom de domaine, des cartes de visite et un costume, quoi. Et ça ne demande pas grand-chose d'autre que ça, en fait. Tu fais le site, et puis tu passes des coups de fil, et puis voilà, les choses... Donc ça dérisque, en fait, assez bien l'aventure entrepreneuriale de faire quelque chose B2B, service, jeune. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement, quoi. Ouais. Vous ne preniez pas trop au sérieux, quoi. Je prenais très au sérieux, mais non, mais... Comme des jeunes de 22 ans. Quoi. Voilà, les choses se sont mis assez... c'est vraiment, tu rentres dans le bain doucement, quoi. Ouais. Il n'y a pas ce moment tapis où tu dois vraiment aller all-in. Et voilà, on aurait pu s'arrêter. À chaque fois, on a continué. À chaque fois, tu continues un peu plus. Une dernière question. Tu parlais d'embûches qu'il y a eu potentiellement au début, mais j'imagine qu'il y a toujours des problèmes. Enfin, c'est la vie tout court, quoi. C'est quoi, peut-être, je sais pas, est-ce que tu as un rituel en mode, ok, il y a cette situation, qu'est-ce que je fais? Ou bien c'est au cas par cas, enfin voilà. Comment gérer les imprévus, les trucs chiants? Je sais pas si j'ai vraiment un rituel sur comment on gère dans le moment ce qui se passe. Voilà. Souvent, en plus, les emmerdes viennent en escadrille, donc ça débarque et puis ça tombe sans arrêt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est et ça c'est une culture qu'on essaie de pousser chez Skysun, c'est la culture du feedback.
Donc de se donner du feedback sur comment est-ce qu'on a géré les choses une fois que c'est passé, pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment très important. Et de mettre en lumière les échecs. Alors c'est tout aussi important de célébrer les victoires, évidemment. Mais il faut aussi mettre en lumière, mettre de l'importance sur les échecs pour pas qu'ils se reproduisent et donc pas les cacher, quoi. Ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Parfait. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui et pour tes partages. Merci à toi. Et bonne continuation pour Skysun. À bientôt. À bientôt.